Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir l'Intel NUC dans sa livrée 8 i5 BEH. Dans cette vidéo aussi on va voir comment mettre en route ce type de produit, donc de quoi il est constitué matériellement, comment on le met à jour, comment on le démarre en fait, pour un usage classique quelque part de PC de bureau, donc une machine standard. Mais j'ai dans l'idée de faire une petite série de vidéos autour de cette plateforme-ci Intel NUC, en particulier sur du rétro gaming, puisque c'est quelque part le deal autour de cet Intel NUC. J'ai reçu cet Intel NUC et le matériel ici, la manette ici, pour vous parler de Recalbox et de l'utilisation de ces NUC qui sont ultra puissants en termes matériels pour faire du rétro gaming sur des plateformes très récentes. Donc on verra ça dans le détail, mais on va aussi parler, comme je vous ai montré ici derrière avec mon NAS, on va parler de Proxmox et la virtualisation des systèmes de domotique. Donc on verra la virtualisation de JDOM et DOM Assistant en même temps sur la même machine via ce système de virtualisation sur un NUC. Donc voilà, une petite série de vidéos en fait qui va être, je pense, assez intéressante, puisque ce sont des machines qui sont un petit peu chères, mais pas si chères que ça quand on regarde le niveau de performance qu'elles offrent, qui sont très compactes, qui consomment très très peu, et donc qui sont des machines parfaites pour faire des petits serveurs, que ce soit des petits serveurs web, mais des serveurs domotiques, des choses comme ça. Vous pouvez vraiment en faire un tas de choses de ces machines-là, et il n'y a pas vraiment de risque à les laisser tourner 24 heures sur 24. Alors aujourd'hui on va se focaliser donc sur le modèle que je vous ai indiqué, c'est-à-dire le NUC 8 i5 BEH. Comme son nom l'indique, c'est un Core i5 de 8ème génération, donc c'est pas les tout derniers NUC de la gamme, mais ça suffit largement pour tous les usages qu'on voudrait en faire. Alors, je vais changer d'angle de caméra, et puis on va voir dans le détail ce que c'est que ce NUC, de quoi il est constitué, et puis on va ensemble le mettre en route. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cet Intel NUC? Et je dis bien Intel NUC et pas NUC, parce que c'est la prononciation officielle, mais honnêtement, au fur et à mesure de cette vidéo, vous me verrez indifféremment changer de prononciation, et c'est vraiment pas grave. Je dis ça parce que souvent, quand je fais mes vidéos autour du Raspberry Pi, y a des gens qui me reprennent en me disant on dit pas Raspberry Pi, on dit Raspberry Pi. Et à cela, j'en profite pour dire que si vous prononcez Pi, ayez au moins la décence de prononcer Raspberry à l'anglaise, sinon il y a un manque de logique. Donc, tout ça pour dire que vous prononcez bien comme vous voulez tant qu'on arrive à se comprendre. Ce qui est important, c'est de comprendre que NUC ou NUC ici, ce n'est pas un mot, c'est un acronyme. Un acronyme qui vient de Next Unit of Computing. Next Unit of Computing, c'est un peu un pendant ou un terme équivalent à SBC, Single Board Computer. Single Board Computer, comme l'exemple de ce Raspberry Pi, c'est quoi? C'est que sur une seule carte, qui est la carte qu'on voit ici, la carte, le Raspberry Pi, alors ici je crois que c'est un Pi 3B+, mais peu importe, vous avez processeur, mémoire, GPU, tout stockage qui sont intégrés. Alors évidemment, comme si sur un Raspberry Pi, le stockage, c'est le connecteur du stockage, la carte SD est ajoutée, mais la mécanique de stockage, c'est-à-dire le fait de gérer des cartes SD, est incluse directement sur la carte, donc elle est prête à l'emploi. Alors qu'ici, on est plutôt sur un ensemble barebone, c'est-à-dire que c'est un kit qui intègre un ensemble de fonctionnalités, donc vous avez le processeur, la carte graphique, mais vous avez des choses qui ne sont pas incluses directement dans le principe fondamental du NUC, comme la mémoire et le stockage, c'est à vous de le rajouter. Même si vous avez des kits qui incluent tout ça tout en un. Voilà, c'était pour vous expliquer rapidement donc ce que c'est que cet Intel NUC. L'Intel NUC, c'est une plateforme qui est apparue aux alentours de fin 2012, début 2013, lancée par Intel. L'idée, c'est de pouvoir proposer des petits kits comme ça, qui peuvent servir soit de machine principale aux gens, soit de kits de développement pour en faire d'autres choses. Et proposer des machines assez complètes tout en une, compacte et pratique d'emploi. Alors on va faire un rapide tour comme ça de présentation du kit pour vous expliquer en quoi il consiste. Donc je vous ai dit, la référence ici mentionne que c'est un NUC 8 i5. Pourquoi? Parce que ici on est sur une 8ème génération de NUC, et 8ème génération Intel en l'occurrence, sur une machine i5. Alors les gammes Intel sont découpées, entre autres, dans la gamme i, vous avez i3, i5, i7 et i9. Il y a que sur les tout derniers NUC où vous pouvez avoir du 9, sur la majorité de ce qui est sorti jusqu'à présent, vous avez soit du i3, soit du i5, soit du i7. Et le i5 est donc, quelque part, l'intermédiaire en termes de performance, et en termes de possibilités que vous avez sur les plateformes NUC. On est sur un 8ème génération, c'est-à-dire qu'ici on est en 2018, donc vous voyez que c'est pas un kit qui est ultra récent, ça veut pas dire qu'il est pas d'actualité, mais voilà, vous savez qu'il est un petit peu daté par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement en termes de kits NUC récents. Les kits NUC ont eu tendance à s'embourgeoiser, il faut le savoir aussi, donc il y a une montée en prix de la plateforme, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de rester sur des anciennes générations. Ici on est sur une plateforme Coffee Lake de chez Intel, puisque le NUC 8 i5 BEH c'est la génération Coffee Lake de la génération 8. C'est-à-dire qu'on est sur un i5 8259U, qui est un 4 cœurs, 8 threads, donc hyper threadé.
Voilà, si je vous montre le reste du carton, vous verrez que c'est assez intéressant, puisque même s'il y a beaucoup de fabricants qui font la même chose, l'idée d'Intel ici, c'est de remettre sur les différents côtés ce qu'on peut voir du produit, ce qui permet directement de savoir de quoi le produit est constitué. Si on regarde à l'arrière, on voit que la carte graphique intégrée dans le i5, c'est une Iris Plus, que le kit est compatible Intel Optane, même s'il n'est pas livré avec un module M2 Intel Optane de base. Il a du Thunderbolt, ce qui va être hyper intéressant de voir ça. Alors on le verra pas dans cette vidéo-ci, mais je vous montrerai des cas d'utilisation où ça peut être intéressant d'avoir des sorties graphiques dédiées ou des cartes vidéo dédiées externes, ou même du stockage externe via le Thunderbolt qui est un port à haute vitesse, donc c'est assez intéressant. Vous avez du HDMI, la compatibilité Windows, une garantie limitée de 3 ans. Donc c'est des produits qui sont quand même censés être assez durables. Et vous avez ici le descriptif du kit tel qu'il est actuellement dans cette boîte-ci. Mais vous avez des variantes évidemment en fonction de ce que vous achetez. Voilà, je vous montre aussi le dessous si ça vous intéresse. Mais nous, on va se lancer tout de suite dans le déballage puisque c'est ça le plus important. Donc quand on ouvre le kit, on a à l'intérieur donc le petit NUC qui est emballé dans du plastique. Je le mets sur le côté pour l'instant. On va regarder le reste du carton. Donc sous cet intercalaire, on a ici des petits risers, donc ça doit être pour le M2. Si vous lui ajoutez un M2 que vous n'avez pas le M2 de base, eh bien vous avez de quoi le fixer. Différentes vis, des vis de remplacement, des vis pour fixer le disque SSD au format SATA, si vous voulez en mettre un. On va voir dans le détail ensuite comment on l'installe. Vous avez l'alimentation. Alors l'alimentation c'est top parce qu'elle est toute petite, compacte, et d'ailleurs je viens de voir que dans le kit qu'on m'a envoyé, il me manque un bout de l'alimentation puisque je n'ai pas ici le câble, mais bon c'est pas très grave, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai. En tout cas, toujours est-il que ici vous avez normalement le câble avec la fiche française, et du coup ça veut dire que vous avez un petit bloc d'alimentation, comme vous avez sur les ordinateurs portables, ce qui ne va pas vous bloquer une prise électrique, et ça c'est plutôt sympa. Au passage aussi, c'est une alimentation qui consomme très peu, puisque cette alimentation-ci va juste alimenter le NUC qui est là, et consomme... Allez, on va être entre 10 watts et 40-50 watts, quelque chose comme ça, pour vous donner un ordre de grandeur. On fera des tests de toute façon, mais c'est des machines qui consomment très peu, et c'est ça aussi l'intérêt de ce type de plateforme. On a une petite publicité Intel Optane, on a de la documentation sur le NUC en lui-même, les règles d'utilisation, les précautions d'emploi, et donc au final ce qui est important c'est ce petit fascicule-ci, puisque ce fascicule-ci va vous expliquer comment utiliser tout ça. Donc voilà, on a ici le manuel complet, vous voyez entre autres qu'on vous dit que tous les embouts ne sont pas livrés, mais moi j'ai même pas eu l'embout ici qui était livré, donc je pense qu'il y a une petite erreur à l'envoi, et puis vous voyez qu'on vous explique dans le détail tous les branchements, mais ça on va regarder directement sur le NUC en lui-même, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà le produit, donc vous le voyez ici, je vais faire un petit peu de ménage. Sur la face avant, on voit ici le logo Intel, donc i5. Vous avez les deux ports ici USB 3.1 Gen 2, donc des ports à haut débit. Ça c'est pour plutôt les utilisations temporaires. Si vous voulez brancher des trucs de manière durable, vous pouvez aussi utiliser les connecteurs qui sont à l'arrière, qui sont eux aussi 3.1 Gen 2. Vous avez ici une petite prise jack combinée, casque et microphone. Donc si vous télétravaillez par exemple et que vous avez ce type de casque, vous avez la possibilité donc de brancher ça directement sur votre petite prise ici, et vous aurez la possibilité d'avoir du son et le microphone directement sur votre casque ou votre kit audio si vous avez un kit audio compatible. Sur le côté ici, on voit le bouton Power qui est rétroéclairé, on verra donc quand on mettra sous tension, la diode pour le disque dur. Vous avez normalement ici les trous qui sont là, ce sont les deux microphones, puisqu'il y a deux microphones d'ambiance. Je crois qu'il y a aussi un capteur infrarouge qui doit être ici derrière la diode disque dur, je crois qu'il est situé là, mais ça, faudrait démonter le produit complètement pour savoir où il est, je peux pas vous dire dans le détail. Si on passe sur le côté, vous avez ici l'aspiration d'air frais, parce que c'est une machine quand même qui a besoin d'être refroidie un petit peu, même si elle chauffe très peu. Le connecteur ici de carte micro SD, et le système de verrouillage Kensington, donc pour empêcher que quelqu'un vous pique votre NUC si vous le laissez sur un bureau, dans un bureau ouvert, où éventuellement des gens pourraient être mal intentionnés. Vous avez à l'arrière donc de l'USB-C. Alors l'USB-C a plusieurs rôles. Il est compatible Thunderbolt, donc on le voit ici avec la petite flèche, le petit éclair qui est en dessous. Donc il va vous permettre à la fois d'être utilisé comme une sortie vidéo, si vous voulez obtenir du DisplayPort, puisque vous voyez que la seule sortie vidéo c'est de l'HDMI. Au passage l'HDMI ici c'est de l'HDMI 2.0A, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas de l'HDMI 2.1.
pour ceux qui voudraient faire du gaming un peu poussé dessus, HDMI 2.0A. Donc vous avez le DisplayPort qui passe via le connecteur USB-C, il faut avoir évidemment les câbles de conversion compatibles. Vous avez de l'Ethernet, qui est en du gigabit Ethernet, pas de 2,5, 5 ou 10 gigabits, c'est du gigabit Ethernet, c'est un petit peu moins bien qu'un Mac mini. Vous avez ici donc les deux ports USB 3.1 Gen 2, ce que je vous disais, donc qui vous permettront d'y connecter soit des périphériques basse vitesse, clavier, souris et compagnie, soit aussi d'y connecter des produits qui ont besoin de débit, comme du stockage additionnel. Vous avez ici le petit connecteur donc pour l'alimentation qu'on a vu tout à l'heure. Donc le connecteur pour cette partie-ci de l'alimentation. On voit que c'est une alimentation qui est spécifique, hein. Elle est 12-19 volts, donc ici c'est mentionné 19 volts. Sur le côté, on a la grille d'aspiration d'air également, donc une grille des deux côtés, avec sur l'arrière ici du produit, l'extraction, puisque je pense que c'est là où l'air sort. Voilà, donc on a vu les côtés. Sur le dessus, c'est une plaque plastique brillante, glossy donc, toute simple. Et sur le dessous, on a 4 patins en caoutchouc, avec les vis ici qu'on va ouvrir pour regarder l'intérieur, et ici sur le dessous, vous avez les références de ce produit. Un petit point qui peut vous intéresser, au fond de cette boîte, vous avez également une plaque métallique. Cette plaque métallique, elle est décrite de toute façon dans le manuel qui est là. C'est une plaque de fixation VESA, donc il suffit de la fixer à l'arrière d'un téléviseur, d'un écran PC qui a les standards de fixation VESA. Alors normalement, le VESA, à la base, c'est pour fixer l'écran ou la télé après un mur, ou après un support en tout cas compatible VESA. Mais à l'inverse, si vous utilisez la plaque VESA dans l'autre sens, c'est-à-dire vous pouvez fixer sur les points de fixation VESA un support, et sur le support là, vous pouvez fixer votre NUC. Et donc ça vous permet d'avoir un PC invisible, donc un écran tout en un. Vous faites partir un petit câble HDMI sur l'écran, vous avez clavier souris branché dessus. Et donc ça vous permet d'avoir un écran interactif avec un vrai petit PC, qui est actuellement en train de tourner ici, hein, mais avec un vrai petit PC, invisible et discret. Voilà, donc c'est pratique aussi d'avoir livré cette plaque-là, ça peut vous permettre de faire des petits montages vraiment sympas pour avoir une télé multimédia ou quelque chose, ou un PC multimédia, mais juste avec un écran, sans voir derrière le NUC. Alors on va démonter le NUC. Pour le démonter c'est facile, il suffit de s'équiper d'un tournevis cruciforme. Vous choisissez votre arme et puis vous dévissez les quatre vis qui se trouvent ici. Alors au passage j'en profite pour dire que ça peut être super intéressant de pas acheter un NUC tout équipé, donc mémoire et disque. Ça va vous nécessiter évidemment de bricoler, donc d'ouvrir le NUC et de venir l'équiper en termes de stockage et de mémoire, mais pour moi je trouve ça plus intéressant. Vous allez gagner en termes d'argent, parce que tout simplement vous pourrez acheter, je sais pas, de la mémoire ou des disques. Alors chez Crucial par exemple, ils font des trucs pas chers et vraiment de qualité, et au final vous aurez des produits qui seront d'un meilleur rapport qualité-prix que si vous l'achetiez tout configuré. Alors évidemment, il faudra juste quand même l'ouvrir, mais moi je trouve ça plus intéressant si vous pouvez vous le permettre. Donc ensuite on tire d'un coup sec sur la plaque du bas en tenant par les vis. On fait attention à pas tirer trop fort puisqu'on a quand même le disque ici qui est relié. On voit les câbles SATA et les câbles d'alimentation. Donc on va regarder vite fait ce qu'il y a dans ce NUC. Donc le mien est déjà équipé. Je vais d'ailleurs le déséquiper, comme ça sera plus facile. Donc je vais retirer son SATA. Voilà, je rebranchais tout ça tout à l'heure. Donc normalement, vous quand vous recevez un kit, il n'est pas préassemblé. Moi j'ai déjà dedans, vous voyez, il y a déjà du matériel. Donc entre autres, il y a déjà un disque dur qui est livré. Il y a déjà de la mémoire qui est installée. Et il y a déjà un M2 qui est en place. Donc moi je vais le démonter pour vous expliquer exactement comment ça marche tout ça. Évidemment, quand vous le recevez tout monté, vous n'avez pas besoin de faire ce type d'opération. C'est vraiment à des fins d'explication. Donc là, je me suis équipé d'un tournevis de précision. Donc ici, j'ai démonté le SSD. C'est un SSD Intel 660p. Voilà, donc je le remettrai en place après pour vous montrer comment ça marche. On a la mémoire ici. Donc la mémoire, pareil, je vais la démonter. Alors si vous cherchez à savoir comment on démonte la mémoire, il suffit... ici, vous avez... Alors, je vais vous montrer un gros plan. C'est de la mémoire SODIMM. Donc c'est la même mémoire que les ordinateurs portables. Si vous êtes habitué aux ordinateurs portables, vous savez comment ça marche. Il suffit de venir écarter ici les petites pattes. Vous le faites de chaque côté. Vous allez voir la barrette de mémoire qui va remonter. Donc elle est libérée. Ensuite, vous la tirez, comme ça, et la mémoire va s'en aller. Donc on fait pareil pour les deux mémoires. Hop. Voilà, alors la mémoire qui est livrée ici dans mon cas de figure, la voici. Je sais pas si c'est la mémoire standard du kit. Je crois que c'est un kit 4 Go. Ce sera à vérifier. En tout cas, voilà, j'ai tout retiré. Donc vous voyez ici, je pose ça sur le petit carton au fur et à mesure. Donc il y a le M2, la mémoire, et puis... il resterait à démonter aussi le disque dur. Ce que je vais faire, comme ça, je vous montre tout dans le détail, hein. C'est l'idée, c'est que s'il y a des bêtises à faire, c'est moi qui les fais, et puis comme ça, vous avez
bah, vous pouvez voir comment j'ai fait, et puis vous pourrez adapter en fonction. Voilà, j'ai eu un mal de fou à faire sortir le disque. Honnêtement, il a fallu que je force un petit peu. Le souci étant que, bah, pour pouvoir le faire, il a fallu que je torde les pattes. En fait, je pense que Intel n'a pas conçu l'extraction du disque, donc il n'y a pas y a rien pour vous aider en fait à le sortir. Donc il a fallu que je torde les petites pattes qui sont là et qu'avec un tournevis je fasse levier. Donc les petites pattes qui sont ici sur le devant. Donc en fait vous avez deux vis qui viennent se fixer ici. Alors je vais attendre que le focus de ma caméra veuille bien se faire. Voilà, vous avez deux vis à mettre ici là et de l'autre côté. Et sur le devant ici là vous avez des petites pattes. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est un peu plus visible. Donc ici là vous avez des petites pattes qui viennent se mettre dans les trous avant du disque. Et une fois que le disque est en place, ça ne bouge plus. Donc j'ai galéré un petit peu à le sortir, mais c'est fait. Donc du coup je peux vous montrer, c'est un disque Seagate. Ici de 1 Tera, 2,5 pouces, 1 Tera. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer que c'est une machine qui a des capacités assez intéressantes. Donc on va regarder dans le détail ici. Donc on voit que le principal de la machine n'est pas accessible, c'est-à-dire on ne voit pas le processeur, etc. Vous ne pouvez pas les mettre à jour, ces machines-là. Vous pouvez par contre, donc on le voit ici, changer la RAM. Vous pouvez installer un M2, donc on l'a vu ici via le connecteur qui est là, donc vous avez la capacité d'installer un M2. La carte Wi-Fi est intégrée, donc c'est du Wi-Fi AC Bluetooth 5, donc c'est plutôt intéressant en termes de fonctionnalité. Par contre, vous ne pourrez pas upgrader sur du Wi-Fi X si c'est ce que vous voulez. Voilà donc ce que contient ce kit. Je vais le réinstaller avec vous pour vous montrer donc dans les étapes, si vous achetez une version kit, ce que je vous conseille, comment on s'y prend donc pour l'installer. Donc, si jamais vous partez sur un disque dur, alors vous pouvez avoir un disque dur à plateau, comme c'est le cas ici, ou un SSD, si vous voulez installer un SSD. Donc le disque en lui-même, il va dans le chariot, ici, qui est sous le capot. Chariot, donc vous m'avez vu extraire avec difficulté le disque, je vais l'y remettre en place. Donc vous prenez le haut du disque comme ça, et vous le mettez dans ce sens-là. On voit en fait les connecteurs au fond. Donc si jamais vous avez un doute, vous regardez bien au fond ici, que les connecteurs sont bien alignés, donc que la partie data et alimentation est bien alignée. Et donc vous glissez le disque de manière à ce qu'il se clipse ici dans le support. Et ensuite donc vous prenez les deux vis qui sont normalement livrées dans le kit, et on va visser donc le disque. Donc les vis en question, ce sont ces vis-ci, des vis noires assez plates, et donc qu'on vient visser dans les trous qui sont à l'arrière. Donc une de chaque côté. Donc pour la partie disque dur, c'est vissé, donc j'ai bien mis les deux vis, une ici, les deux autres côtés, ici, là, comme je vous l'ai dit, ce sont les petits clapets en métal qui viennent tenir le disque, donc quand vous aurez besoin de l'enlever avec un tournevis, vous venez les tordre, puis avec un tournevis à un bout pointu, vous pourrez faire levier dans l'emplacement que vous avez normalement une vis pour faire comme ça, pour le faire sortir, puisqu'en attrapant comme ça, vous n'y arriverez pas. Voilà donc pour la partie disque mécanique, ou partie disque 2,5 pouces en tout cas. Pour la partie donc mémoire vive, donc on a ici les barrettes, donc vous achetez de la SODIMM, je crois que ça va jusqu'à de la SODIMM de 2400 MHz. Donc achetez en tout cas la mémoire qui correspond, puisqu'il faudra vous renseigner en fonction de la version du NUC que vous achetez. Pour la mémoire, c'est assez facile. On commence toujours par la mémoire la plus en profondeur quelque part du kit, donc on la met ici. Alors, vous la rentrez avec un certain angle, hein, c'est comme pour les ordinateurs portables, donc on vient la clipser comme ça dans le connecteur, mais avec un angle, et ensuite on appuie doucement, jusqu'à temps que les deux côtés viennent se clipser. Voilà, vous voyez, j'ai appuyé, les deux côtés viennent se clipser. Donc je vous remontre avec celle-ci, qui vient sur le dessus, donc on l'a mis en deuxième. Vous mettez bien, donc la partie connecteur ici, dorée, vous la mettez bien dans la partie connecteur ici en plastique. Il n'y a pas besoin de forcer, ça doit rentrer, hein, on met juste comme ça dans le connecteur avec un angle. Donc, je vous montre en gros plan. Donc, vous voyez la mémoire, je vais la tenir pour éviter qu'elle tombe, la mémoire à un angle. Et ensuite, vous appuyez comme ça des deux côtés, il faut qu'elle soit bien clipsée dans le connecteur, vous appuyez des deux côtés, jusqu'à temps que les deux petites pattes viennent clipser la mémoire. Voilà, et là la mémoire est tenue, à plat, et il n'y a plus de soucis. Pour le M2, c'est le même principe, donc le M2 ici, on a un M2 2280, donc un M2 pleine taille. Le M2, on vient le ficher dans le slot M2, qui est ici. Donc ça c'est le même principe, alors je le fais à une main, c'est moins évident. Voilà, donc on vient le mettre à 45 degrés aussi dans le slot M2. Je vous montre en gros plan. Hop, on vient mettre le M2 dans le slot M2, ici, et ensuite avec la vis, on va venir le faire tenir. Et donc ensuite, il suffit de venir avec si possible un tournevis aimanté, et on vient mettre la petite vis. Voilà, on ne serre pas fort, hein, c'est juste pour maintenir, et voilà ce que ça donne. Vous
vous avez donc la petite vis ici, qui vient tenir le M2 dans le support. Et voilà, c'est quasiment fini. Ensuite, on va refermer le NUC. Donc pour le refermer, il faut remettre son câble d'alimentation SATA et son câble de données SATA. Le câble de données SATA, c'est celui-là. Si vous montez des PC, vous l'aurez reconnu. Le câble d'alimentation SATA, c'est celui-là. Le petit connecteur blanc qui est là. Donc on fixe d'abord le câble d'alimentation. Alors le câble d'alimentation, vous faites attention, il a un sens. D'ailleurs, il y a un détrompeur, je vais vous montrer ici en gros plan, si j'y arrive. Voilà, on voit un petit peu le détrompeur normalement, donc vous voyez qu'il a un sens. Donc on le met bien dans le bon sens, la partie plate contre la partie plate du NUC, sinon vous risquez des dégâts. Tiens, au passage, avant de remonter, je pense qu'ici, là, vous avez un header USB. Donc si vous avez besoin de repiquer pour des ports USB, je pense que c'est ici. À mon avis, il a 2 ports USB internes qui ne sont pas provisionnés. USB 2, je pense. Ça peut vous intéresser si jamais vous en avez besoin pour certains projets. Rajouter des ports USB. Donc voilà pour la partie connexion du SATA. C'est tout petit, hein. Vous avez donc les connecteurs rouges, le plus en fait qui est ici, de ce côté-là. Donc du côté intérieur, je dirais du NUC, le côté ground, qui est de l'autre côté, si ça peut vous aider à vous repérer dans l'espace pour leur brancher. Le câble SATA, ici, lui, il n'y a pas de souci particulier, parce que vous allez voir qu'il est... en fait, il est orienté, hein, ça ressemble à un L, en fait, dans sa forme, donc forcément, il ne peut aller que dans un sens, et le sens en question, c'est celui-là. Voilà, donc au final, moi, je l'ai remonté, je pense, j'espère, comme il l'était à l'origine, hein, l'idée, c'était de vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut mettre à jour, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre à jour, donc j'espère que c'est clair. En gros, vous pouvez changer les disques, qu'ils soient au format M2 ou au format 2 pouces et demi. C'est pas très compliqué à faire. Vous pouvez changer ou mettre la mémoire, c'est pareil, c'est facile à faire. Par contre, c'est tout en termes d'évolutivité, et puis vous pouvez de temps en temps faire le ménage s'il y a besoin. Alors, ça reste une petite machine compacte, donc évidemment on ne peut pas tout changer. Vous avez, quand vous remontez ici, vous avez la flèche front, donc vous vérifiez bien que la flèche front correspond bien au devant de la machine, et donc vous remettez tout ça. Vous avez plus qu'à revisser les vis. Alors, donc moi je fais un serrage en croix, ça va plus vite. Il n'y a pas besoin de serrer fort, c'est toujours pareil, hein, c'est un petit PC, c'est pas quelque chose qui va être soumis à des contraintes, donc on fait juste que refermer le boîtier. Voilà, et le boîtier est prêt à l'emploi, maintenant on va pouvoir le mettre en service. J'ai connecté le NUC, donc vous voyez ici, j'ai préparé ma clé USB pour booter dessus si jamais j'ai besoin d'installer Windows. À l'arrière, on voit que j'y ai branché le câble Ethernet. C'est toujours plus simple que se connecter en Wi-Fi, mais bon, je vous le redis, hein, ce NUC est équipé de Wi-Fi si vous avez besoin. Sortie HDMI, donc pour l'affichage. Alimentation. Évidemment, alors l'alimentation, je vous montre, je l'ai branché ici, donc je l'ai branché sur mon consomètre. J'ai piqué le câble d'un de mes chargeurs d'ordinateur portable qui est compatible, puisque je n'ai pas ce bout de câble-là, et je pense que c'est une erreur hein, lors de l'envoi. Donc ça, je résoudrai ça hors caméra. Vous voyez que ici, le NUC n'est pas démarré, il consomme déjà 3 watts. Donc ça, c'est l'alimentation ici, qui consomme malheureusement 3 watts en non-utilisation, ce qui est beaucoup, et ce qui est dommage. Bon, si c'est une machine que vous laissez allumée en permanence, c'est pas très grave. Si c'est une machine que vous avez laissée comme ça branchée mais éteinte, c'est un petit peu dommage, donc n'hésitez pas à avoir une multiprise avec un interrupteur ou de la débrancher le cas échéant. Voilà, le dernier truc qu'il va falloir brancher, c'est l'USB. Donc j'ai ici mon câble USB que je branche à l'arrière, dessus j'ai tout. Donc j'ai la webcam, le clavier, la souris, vraiment la totale. Il reste plus qu'à démarrer, donc maintenant c'est mon écran ici, clavier souris qui vont être connectés au NUC, donc je le démarre. Il se met sous tension. Alors j'espère que je ne l'ai pas endommagé en vous montrant les différentes opérations de changement de mémoire de disque dur. On va regarder tout de suite, de toute façon. Donc là, il démarre. J'appuie sur la touche Supr. Je crois que c'est la touche pour aller dans... Non, c'est F2. F2, la touche pour ici, on voit, pour aller dans le BIOS. Donc j'appuie sur F2. On va vérifier. Donc là, on a le BIOS du NUC. Donc je vais le mettre à jour, parce que ce NUC-là, en l'occurrence, il a une mise à jour qui est assez intéressante. On voit qu'il est équipé dans la version que j'ai ici de 8 Go, donc on avait 2 barrettes de 4, c'est pour ça qu'il y avait un petit 4 sur les barrettes. J'étais pas sûr, je voulais pas dire de bêtises, mais on voyait un petit 4, donc c'était bien 2 barrettes de 4. Je ne sais pas si ce BIOS on peut le mettre en français, je sais que certains sont réfractaires à l'anglais, et malheureusement j'ai aucune idée de si ce BIOS là peut être mis en français. En tout cas, il est assez parlant, mais bon, il est écrit évidemment tout en anglais. On voit bien qu'on a ici des 2 disques, donc on a le disque que je vous ai montré de 1 Tera et le disque Intel de 500 Go. C'est du PCI Express 4X,
Donc ça reste de très très bon débit. Pour une petite machine comme ça, il n'y a pas besoin y a pas besoin de plus que ça. Voilà, bah on va laisser la machine démarrer, et puis moi je reviendrai après dans le BIOS, je la configurer, etc. Ici, c'est juste un premier pas vers l'utilisation de cette machine-là. Donc l'idée, c'est pas d'aller aussi loin que ça. Donc là, on a le BIOS. Vous avez ici F7 pour mettre à jour le BIOS, F10 pour entrer dans le choix du démarrage, et F2 pour le reste. On a ici la possibilité de démarrer soit Windows 10, soit Recalbox. Vous vous doutez pourquoi, je vais vous montrer donc comment fonctionne Recalbox, mais ici on va démarrer Windows 10, donc c'est pour ça qu'on a Grub. Donc je démarre Windows 10, et puis on se retrouve quand Windows 10 est démarré. Donc je suis en train de télécharger Cinebench pour vous faire juste un petit bench rapide de cette plateforme. Je vous montre en attendant à quoi ça ressemble. Donc vous avez ici une machine qui est donnée pour 3 Go 8, je crois, c'est un i5 3 Go 8 en multicore, avec du boost il me semble, mais voilà, base clock 2 Go 30. C'est un 4 core 8 threads, donc on le voit ici, hein. 8 Go de mémoire dans la version livrée, mais évidemment vous pouvez aller de 4 à 16 Go en fonction de vos besoins. Si vous n'avez pas besoin de Windows, que vous voulez vous faire un petit serveur ou quelque chose comme ça, que vous recyclez 4 Go de mémoire, ça peut vous suffire. À vous d'adapter en fonction de vos besoins. Vous voyez donc les deux disques, disque C donc qui est le SSD M2, disque D, disque H qui est le disque SATA, donc on a remonté ensemble. La carte graphique donc qui est bien l'Intel Iris Plus, et puis d'Ethernet qui est connecté, donc je suis en gigabit Ethernet. Donc rien de bien particulier. On voit ici donc la machine est au repos. On voit là le processeur 1%, 1 Go 30. Donc là la machine ne fait rien. J'ai coupé tout dans le bureau de manière à ce que cette machine là qui tourne. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je mette à jour le BIOS, parce que il y a une nouvelle version du BIOS qui évite d'avoir le bruit de ventilation. Ici normalement vous entendez un tout petit bruit de ventilation. Bon, je vous ferai des plans, gros plans. Ce qui m'intéresse ici, c'est comme la machine ne fait rien du tout, je vais vous montrer la consommation. Voilà, et on peut avoir encore mieux, hein. Ici, je fais tourner un Windows, donc ça consomme un peu plus. Je pense qu'on peut descendre sous les 10 watts facilement. On doit être à 6 à 8 watts sur des OS qui consomment moins. Donc voilà, c'est une machine qui est extrêmement peu énergivore. Alors, je vais vous montrer quand même qu'elle peut monter dans les tours, hein, si nécessaire. Donc ici, j'ai une machine qui a un très très bon, qui est très réactive en fait, hein. Je pense pas que ça se ressent dans la vidéo. On est quand même face à un i5, 8 Go de mémoire, donc même sous Windows, c'est très réactif, c'est très agréable. Il n'y a pas de souci particulier. On voit donc Cinebench, je vous ai déjà expliqué Cinebench, le principe avec le NAS ici. Donc vous avez ici un carré qui représente chaque thread, donc on a 4 corps, 8 threads, donc on a 8 carrés qui se baladent. Chaque carré fait un rendu, et puis ici on est en train de lancer un bench multithread, c'est pour ça qu'on a plusieurs carrés. Donc de toute façon ces benches là, je vais pas aller dans le détail, ça sert à rien, les gens les ont déjà fait, je vais rien vous apprendre de plus, c'est juste pour vous montrer qu'ici on est en charge intensive. Donc on est en multicore, on voit que le processeur est monté à 3 Go 6, on voit que tous les corps sont en activité, on voit que ça travaille à fond, et je vais vous montrer donc la consommation de cette petite bête. Donc on oscille entre 50 et 80 watts. Tout à l'heure on était à 80 quand je suis arrivé, là je sais pas ce qui se passe, mais le rendu doit être moins important, et on entend la ventilation là. Voilà ce que donne le bruit en plein benchmark, donc avec tous les corps à fond, donc le processeur qui chauffe à fond. Donc c'est pas inaudible, hein, un NUC. Ça dépend de ce que vous en faites. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est une machine quand même qui peut consommer potentiellement beaucoup, mais c'est normal. C'est une machine qui peut au repos être extrêmement peu énergivore. Par contre, à partir du moment où vous lui demandez beaucoup de choses, elle va consommer beaucoup et elle va se mettre à faire un petit peu de bruit. Donc là, on reste dans les 50 watts, ce qui est tout à fait correct pour du multicore, mais on avait vu tout à l'heure qu'on montait dans les 80. Donc au passage, on a baissé ici la fréquence. Donc elle doit chauffer. Elle fait, je pense, du throttling, puisqu'on est à 3 Go ici maintenant. On n'est plus au 3 Go 6. Donc elle tient pas très longtemps à 3 Go 6. Donc je pense que ce petit form factor fait qu'elle ne peut pas tenir ces 3 Go 6 très longtemps. Elle s'abaisse assez vite en
en fréquence, ce qui est normal pour ce châssis-là. Au passage, on voit la petite diode ici, disque dur qui clignote, la petite diode d'alimentation, que j'avais pas pu vous montrer tout à l'heure. Donc je vous ai dit l'infrarouge, je sais pas où il est, je pense vraiment que ça c'est les trous de microphone, puisqu'il y a 2 microphones d'ambiance, donc je pense que l'infrarouge doit être peut-être ici. Mais si vous voulez vous en faire une petite platine pour regarder des films, par exemple, ça peut être intéressant de vous renseigner autour de l'infrarouge. Moi je peux pas vous en dire plus. Voilà, donc là, le bench est presque fini, on voit qu'on est toujours entre 3 Go et 3 Go 2, et on voit qu'on est toujours dans les 50 watts de consommation. Donc il faut compter ça en fait, 10 watts de consommation en temps normal, 50 watts de consommation en multicore intensif, puisque là je peux vous dire qu'on est quand même en intensif, hein, vu l'utilisation ici du processeur. On est ici sur la toute fin du test, on voit que le processeur est toujours à 3 Go, toujours à fond, ça fait une dizaine de minutes maintenant qu'il tourne à plein régime, il n'est pas si chaud que ça, même s'il devient tiède au toucher sur le dessus. Il consomme toujours 50 watts, donc ça veut dire qu'au niveau throttling, on est bon, puisque même en multithread intensif, on voit que le processeur tient la route. Donc en multithread, on est à 3611 points. Alors évidemment, hein, si on le compare au ténor du marché, on est en dessous d'un i7 11e génération, etc. Donc je vous mets ici pour information. Mais ça reste quand même un score qui est tout à fait honnête, hein. Pour une petite machine compacte comme ça qui consomme si peu, voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. En termes de score single core, vous voyez 927. 927 c'est plutôt bon dans le classement des processeurs. De toute façon, les processeurs Intel sont toujours plus à l'aise en single core avec un petit peu de boost sur un des corps que en multicore intensif, puisque en multicore, les processeurs AMD reprennent la main, puisque la plupart du temps, sur des gammes similaires, ils ont un peu plus de corps, donc ils sont en 6 corps, etc. Donc ils sont un peu au-dessus. Mais ça reste un très bon processeur, surtout qu'ici, je vous rappelle qu'on est sur un processeur U, c'est-à-dire un processeur qui est censé être économe en énergie, donc c'est pas les processeurs les plus puissants qu'on peut trouver, et pour autant, on est bien classé en termes dans les performances. On ne peut pas le comparer à un des processeurs qui est ici en haut du podium, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, moi c'est une machine que je trouve tout à fait compétitive pour tous les usages, que ce soit du multimédia, un peu de jeu, mais du jeu léger, attention, je parle pas de jeu aux exigences graphiques importantes, des usages comme le rétro gaming que je vais vous montrer, mais aussi une petite machine serveur, puisqu'on a un processeur qui tient la route et qui est tout à fait adapté à ce type d'usage. Vous voyez que la vitesse diminue énormément dès que le processeur n'est plus sollicité. Du coup, ici, on entend le ventilateur qui s'arrête, qui diminue en termes de vitesse jusqu'à temps que le processeur refroidisse, et la consommation est revenue aux alentours des 10 watts, donc on est sur quelque chose de super sympa. Voilà en ce qui concerne ce que je pouvais vous dire dans une première vidéo, en tout cas, de ce que je pouvais vous dire du NUC. Je vais redémarrer la machine pour vous montrer de quoi on va parler par la suite, parce que l'idée d'après, c'est pas de s'arrêter ici sur une utilisation bureautique, ce qui est très intéressant, hein. C'est une machine qui est hyper pertinente si vous voulez l'utiliser comme petite machine de bureau. Le télétravail, des choses comme ça, je pense que c'est des machines qui ont eu un vif succès, parce qu'elles sont tout à fait adaptées à ce type d'usage. Mais l'idée derrière tout ça, c'est aussi de vous montrer d'autres usages de cette petite machine, qui peut être très intéressante pour du télétravail, mais qui a d'autres intérêts, en particulier si vous voulez l'utiliser de manière sérieuse avec des serveurs, mais aussi pour vous divertir. Ici avec une Recalbox. Recalbox, on l'a vu bien souvent avec des Raspberry Pi, et ça a vraiment du sens avec un Raspberry Pi, hein. Je vous l'ai montré ici par exemple avec l'assemblage de cette machine-là, ou d'autres, hein, j'en ai d'autres qui traînent même ici dans mon bureau. Ici c'est la version 7.1.1, donc la toute dernière version de Recalbox, et vous pouvez jouer, si vous avez une manette, vous pouvez jouer avec cette machine-ci, et vous pourrez même émuler des plateformes bien plus puissantes, des plateformes auxquelles vous n'avez pas accès avec un Raspberry Pi, parce que le Raspberry Pi ne sera pas assez puissant pour ce type d'usage. Et bien avec ce type de machine-là, qui vous propose déjà un processeur bien plus puissant, qui vous permet d'avoir une carte vidéo, même si c'est pas une carte vidéo de gaming, une carte vidéo quand même bien plus puissante, qui vous permet même, avec son Thunderbolt à l'arrière, hein, puisque je vous rappelle, il y a un port Thunderbolt ici, qui vous permet d'avoir une grosse carte graphique externe si nécessaire, et puis du stockage si vous préférez avoir du stockage, eh bien vous pourrez dessus mettre des cartes graphiques nécessaires pour faire tourner tout ce type de plateforme de manière bien plus efficace. Donc après ça, à vous de voir de quoi vous voulez, à quoi vous voulez jouer. Donc ici, on va pas le voir dans cette vidéo-ci, on va refaire une vidéo dédiée de Recalbox sur ce type de plateforme, mais on pourra voir des machines bien plus intéressantes et bien plus puissantes que ce que j'ai jamais pu vous montrer avec ce Raspberry Pi.
Je vous retiens encore quelques minutes pour vous parler du matériel à acheter, si vous voulez vous faire à peu près la même config que celle que j'ai, ou quelque chose de similaire, et puis vous expliquer un petit peu tout ce qui tourne autour de matériel type Intel NUC. Je passe par la plateforme Amazon, je le cache pas, hein, j'ai des liens affiliés Amazon parce que c'est la seule monétisation que j'ai dans tout le contenu que je fais, j'ai même pas de publicité ou autre. Ce sont les liens de monétisation Amazon, donc si vous passez par ce lien-là, moi je touche une petite commission, et ça me permettra d'acheter tôt ou tard la caméra dont j'ai vraiment besoin pour tourner mes vidéos. J'en profite pour dire aussi que si je mets en avant Amazon, c'est aussi parce que si vous achetez sur Amazon, moi je sais que derrière, si vous avez le moindre souci, si vous achetez bien un produit vendu par Amazon, vous pouvez le retourner, vous aurez pas de questions, vous serez remboursé, il y aura pas de problème, vous paierez pas les frais de retour, alors que c'est pas le cas avec toutes les autres plateformes, mais vous pouvez acheter ça où vous voulez, ensuite vous faites les choix que vous voulez. Moi je vous mets en avant donc cette plateforme-là par défaut. Alors, quand on parle d'Intel NUC, faites attention, si je prends par exemple ces petits PC, ces mini PC qui sont mis en avant, faites attention, ce n'est pas de l'Intel NUC. Alors, c'est très différent, même si on peut en faire un usage similaire, c'est-à-dire que vous avez aussi une petite alimentation externe, c'est des petites machines tout à fait intéressantes pour certains types d'usages, mais c'est quand même des machines qui sont moins puissantes. Celle-ci, vous voyez, c'est un Intel Celeron J3455. J'en ai parlé de ces plateformes-là quand on parlait du NAS. C'est des petites plateformes très entrée de gamme qui peuvent être intéressantes, mais faites attention, c'est pas le même niveau de performance. Et puis, par contre, ça coûte évidemment un petit peu moins cher. Alors, les Intel NUC, vous en avez à tous les prix. Alors déjà, faites très attention quand vous les achetez. En particulier sur Amazon, mais c'est vrai aussi ailleurs, parce que certaines versions sont livrées en bare bone, c'est-à-dire vous n'avez que le NUC et l'alimentation qui va avec, mais vous n'avez pas la mémoire, vous n'avez pas les disques durs ou M2, peu importe. D'autres sont livrés en kit, et dans ce cas-là, en général, c'est précisé. Donc par exemple ici, sur la version à 900€, je vois 32 Go, 250 Go de SSD. Donc je pense a priori que le vendeur ici livre avec le disque dur et la mémoire. En tout cas c'est ce à quoi il faut s'attendre quand on a ce type d'offre. Mais c'est des machines qui peuvent coûter assez cher quand vous les prenez pré-équipées, et c'est pour ça que je vous conseille de les acheter plutôt bare bone avec le matériel à installer dedans. Si vous vous sentez de le faire, je vous ai montré, c'est pas très compliqué, c'est 4 vis à enlever et un petit machin à clipser et refermer le boîtier. Vous ferez quelques économies par rapport à acheter des kits comme ça. En général, on vous fait payer un petit peu plus cher. Par exemple, doubler la capacité d'un M2, en général, ça coûte à peine 2 fois plus cher si vous l'achetez tel quel. Donc ici, je vous en ai retenu un, on va en parler dans un instant, mais la version 1 Tera coûte moins des 100€. C'est pas le cas quand vous l'achetez en kit. En général, le vendeur va vous faire payer plus cher pour le double de mémoire. C'est pas, en tout cas, il vous répercute pas le prix brut de l'augmentation de mémoire. Alors, vous pourrez choisir le modèle que vous voulez. Je vous rappelle que NUC 10, c'est la 10e génération, donc actuellement on est sur les NUC 11, 11e génération pour les Intel. Peu importe, je dirais, la génération, à partir du moment où vous prenez une génération 8, vous aurez quelque chose qui tient la route. Donc vous voyez ici, vous avez une version 8 en i7, et moi la version que j'ai, c'est la version i5 BEH, donc c'est celle-ci là. Donc on va partir sur cette version aussi, puisque c'est celle que j'ai, c'est celle pour laquelle je vais vous faire des exemples en vidéo, mais vous voyez que vous pouvez retenir d'autres versions. Si vous préférez prendre une version i3, vous voyez que ça coûte un petit peu moins cher. On est ici dans une version 248€ au lieu de 336€, donc vous voyez que vous pouvez faire quelques économies. Faites attention quand même, ici on voit 32 Go, c'est parce que la capacité de la plateforme c'est 32 Go. Ici vous en êtes bien dans une version bare bone, c'est écrit normalement dans la référence, donc ne vous trompez pas entre les vendeurs qui livrent avec de la mémoire et les vendeurs, comme Amazon, qui livrent en version bare bone, donc sans mémoire. Donc ici je vous ai fait une petite config avec ce NUC 8i5BEH, donc le modèle que j'ai là. Donc actuellement il est en vente sur Amazon à 336,18€. Les prix sur Amazon c'est un peu comme la bourse, ça monte, ça descend, donc il va falloir soit être vigilant, soit vous l'achetez au prix auquel vous l'avez quand vous le voyez. Faites juste attention, ici actuellement il est expédié et vendu par HM machin, donc pas par Amazon, donc vous n'avez pas les garanties Amazon quand vous l'achetez, donc faites attention. Je pense qu'il il reviendra tôt ou tard en vente sur Amazon. Vous voyez, le vendeur Amazon est ici, il n'est pas en stock, et il sera en stock sous 1 à 3 semaines, au prix de 318€. Donc moi je vous conseille d'attendre qu'il revienne en stock sur Amazon si vous voulez vraiment une sécurité à l'achat. Au final, donc, vous le mettez dans le panier. Il vous faudra aussi de la mémoire. Donc la mémoire, j'ai retenu une barrette de Crucial en 16 Go. Alors ça, c'est pareil, c'est à ajuster en fonction de vos besoins. Si c'est pour faire du Recalbox, par exemple, vous n'avez pas besoin de 16 Go. 8 Go, ça sera déjà un grand luxe. Pareil, si vous avez besoin de vous faire un petit serveur, 8 Go, ça fait déjà beaucoup.
Mais si vous voulez vraiment investir un petit peu, 16 Go pour du Windows, c'est un grand confort. Et vous voyez que ça coûte pas si cher que ça. Ici, on est à 75€. Et le M2, je vous conseille de rester chez Crucial. Il y a d'autres marques, Western Digital, Green par exemple, qui sont intéressants. Vous avez SanDisk aussi qui est très intéressant. Ici, je vous ai mis en avant le Crucial, donc un Crucial M2 en 2280. Donc 2280, c'est la longueur du M2. Donc ici, c'est un M2 pleine taille. Vous avez pour du 500 Go, donc la capacité que j'ai, 50,99€. Vous voyez que c'est pas super intéressant de basculer sur des tailles plus petites, parce qu'on est dans des ordres de prix qui sont similaires. Donc ici on est à 45,99€. Donc franchement pour 5€, vous embêtez pas, vous passez sur le 500 Go. Par contre vous voyez que le 1Tera, le 2Tera, eux ont des prix linéaires. Et donc vous voyez qu'il faut vraiment avoir besoin de capacités supplémentaires pour déclencher les dépenses supplémentaires qu'il va y avoir besoin. Ici, on a un tarif final qui est de 463€, mais en fait, c'est pas le vrai prix parce qu'on n'a pas que des produits livrés expédiés Amazon. Je pense qu'on est autour des 410€. Dans les bons moments, quand il est en stock Amazon, vous devriez être autour des 410€, je pense, pour le type de plateforme que j'ai, sans le disque dur de 1Tera supplémentaire. Après ça, si vous le voulez, moi je vous conseille pas nécessairement, mais si vous voulez faire du stockage sans le prix du stockage M2, donc du stockage SSD, vous prenez un disque dur 1Tera 2,5 pouces. Donc voilà un exemple ici, vous avez un Barracuda en 1Tera 2,5 pouces. Ça va faire très bien l'affaire et vous voyez qu'il coûte 50€. Donc toujours privilégier les disques mécaniques qui sont sensibles, évidemment plus sensibles que des disques durs mémoire, donc les SSD, mais qui vous coûteront moins cher au Tera si vous voulez faire du stockage. Mettre énormément de fichiers, c'est plus intéressant de mettre ce type de disque, ça vous coûtera moins cher, et puis vous pourrez monter plus haut en capacité sans que ça vous coûte une fortune. Voilà, donc plutôt pour l'OS un petit M2, et ensuite vous complétez avec disque dur mécanique si ça vous suffit pas, puisque ce boîtier-là le supporte. Voilà, donc ça vous fera en tout et pour tout un budget autour des 500€, ce qui est un certain budget, hein, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est une vraie petite machine, donc une machine soit qui vous servira de serveur, soit qui peut tout à fait vous servir de machine principale pour dans la vie de tous les jours, pour aller sur internet, de la bureautique, du multimédia, même regarder des films ou des choses comme ça marchera extrêmement bien. C'est un vrai petit PC, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention, si vous montez en termes de puissance et de stockage, vous pouvez très vite atteindre des prix qui, eux, pour le coup, sont, je trouve, moins justifiables par rapport à une machine PC de bureau classique, que ce soit ITX ou pas, parce que quand même, il faut garder à l'esprit que ces machines-là sont assez peu évolutives, dans le sens où vous pouvez juste changer la mémoire et le stockage, et donc vous êtes après ça bloqué sur un processeur donné, d'une génération donnée, donc vous pourrez pas changer au cas par cas le composant qui va vous ralentir. Pour moi, il faut vraiment se méfier quand on fait ce type de dépenses. Aller jusqu'à un certain budget, oui, mais pas aller jusqu'à n'importe quel budget, parce que les NUC montent vraiment très haut en termes de prix. Et par exemple, hein, pour les NUC assez récents, donc comme le NUC 9, qui quand je dis assez récent, il y a quasiment 2 ans, je crois celui-là, hein, mais bon, les NUC en i9, là moi je vous dirais de ne pas aller sur ce type de machine, parce que là vous allez dépenser 1500€, et ensuite, si vous voulez en plus l'utiliser pour une plateforme de jeu, il va falloir lui mettre une carte graphique externe en Thunderbolt, ça va vous coûter une fortune par rapport à une petite machine ITX que vous auriez assemblée. Alors effectivement, c'est plus compact, c'est peut-être un peu plus silencieux, et encore, mais voilà, moi je vous déconseille de partir sur ce type de plateforme. Par contre, pour des plateformes entre 300 et 500€, là oui, le NUC pour moi a tout à fait son intérêt. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de ce petit NUC. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, que ça vous donnera une petite porte d'entrée de cette machine-ci. Et puis de toute façon, vous la retrouverez donc dans plusieurs vidéos, que ce soit pour Recalbox que vous voyez ici, mais aussi pour de l'utilisation avec Proxmox et tout ça, pour du JDOM, du Home Assistant. Donc on la reverra dans le futur, dans pas mal de cas d'utilisation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.